Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Sur la scène internationale, je rappelle qu'on a suivi beaucoup durant toute la fin de semaine ce qui s'est passé en Corée du Sud, c'est-à-dire l'écrasement d'un avion qui a coûté la vie à 179 personnes. Seulement 2 des 181 personnes à l'intérieur de l'avion ont survécu, 2 membres de l'équipage, alors qu'on a vu les images faire le tour du monde, un avion qui est en difficulté, qui a frappé un oiseau dans le ciel, qui s'écrase sur la piste d'atterrissage, mais de manière contrôlée là, quand même. Il n'y a pas de train d'atterrissage, pas de frein de sortie, mais glisse sur le ventre. On se dit, on voit les images jusqu'à la dernière seconde, on pense que ça peut être sauvé, puis paf! Un mur de briques au bout, explosion et catastrophe. C'est le clou de plus dans le cercueil, au-delà, bien évidemment, de tous les décès qu'il y a eu, puis de la tragédie nationale qu'il y a en Corée du Sud. C'est une tragédie aussi pour Boeing, qui a eu une année, là, Francis Gosselin, absolument ignoble encore. C'est le temps des bilans, Alex. On rappellera qu'en tout début d'année, c'est en janvier là, que cette fameuse porte avait été éjectée là, en plein vol d'un avion Alaska Airlines. Évidemment, ça faisait suite là, à d'autres problèmes chez Boeing liés à la qualité de l'assemblage, à la conception des appareils. On le sait ces dernières années avec le 737 MAX 8 là, qui avait fait 2 écrasements en Indonésie et en Éthiopie. Cette année, ça a été assez particulier, donc effectivement, parce que là, on n'est plus sur un appareil, on n'est plus sur un problème particulier. C'est une série d'enjeux là, de qualité de fabrication. Plusieurs ont pointé du doigt là, le fait que Boeing avait eu recours de plus en plus à la sous-traitance pour essayer de sauver quelques cents, quelques dollars par-ci par-là pour faire augmenter la valeur de son bénéfice et donc la valeur de ses actions. Bref, tout juste là, pendant les fêtes, évidemment, là, cette histoire d'un avion qui aurait percuté des oiseaux, là, mais on comprend pas tout à fait parce que comme on l'a vu pour ceux qui nous regardent à la télé, le train d'atterrissage semble pas du tout être déployé là, sur l'appareil, donc c'est vraiment un avion là, qui est sur son ventre directement donc qui explose là, en fin de piste, tuant pratiquement tous les occupants à bord de l'appareil. Donc, écoute, pour Boeing, vraiment, année horrible, comme on les appelle. La valeur de l'action, là, si l'objectif c'était de la faire mousser ces dernières années, ben cette année, elle a perdu plus de 30% en bourse. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, le clou dans le cercueil de cette saga de qualité. On ne peut pas savoir à ce stade-ci là, si l'histoire en Corée là, est liée à une faute de la part de Boeing ou c'est vraiment une grande malchance, mais il faut dire que des images comme celle-là, ça frappe vraiment l'imaginaire. La Corée du Sud, c'est un pays très développé, riche, avec un système de régie aérienne solide, donc difficile de comprendre là, comment une affaire comme celle-ci peut arriver à un moment comme celui-ci. Ben, que ce soit leur faute ou pas, c'est le nom de la compagnie qui est entaché. Là. Puis quand on produit, c'est un véhicule dans lequel les usagers mettre leur vie entre tes mains, là. Littéralement, là. Tu ne peux pas avoir ton nom associé à autant d'accidents, à autant de troubles publics, et pourtant, c'est certain que ça va pas les aider, là. Si quelqu'un a le choix entre aller vers une compagnie qui emploie des Boeing ou pas, est-ce qu'ils vont faire un changement là, de consommateur, de consommation différent? Ben, c'est très possible aussi. C'est là que ça devient peut-être plus inquiétant pour cette entreprise-là. Hey, dans les bilans, Francis, parce qu'il y a eu un autre incident dans le week-end, le décès de Jimmy Carter, à l'âge de 100 ans, ancien président américain, qui avait des politiques économiques que tu trouves assez modernes et intéressantes. Oui, ben en fait, tu sais, c'est quand même étonnant, Alex, que la présidence de Jimmy Carter, qui, rappelons-le, n'a été que d'un seul mandat, a quand même mis le ton là pour un certain nombre d'enjeux, j'aurais envie de dire, puis de thématiques qui sont très, très actuelles. On rappelle que c'est Monsieur Carter qui a le premier commencé à mettre en place des politiques pour faire diminuer la dépendance au pétrole étranger en exigeant aux manufacturiers automobiles que la consommation, là,
en litres par 100 km, soit sous contrôle. En fait, la prémisse étant qu'un véhicule, à l'époque, là, les grosses cylindrées, ces espèces de grosses voitures là, qui pouvaient consommer 25-30 litres au 100 km, ben évidemment, si tu fais ça fois des dizaines, des centaines de millions de véhicules, ça exige que tu importes ou en fait que tu consommes davantage de gaz. Donc, il y avait cette idée un peu de de réduction, d'autonomie énergétique du côté des États-Unis et ça passait notamment par des réglementations donc sur la consommation énergétique. Donc, je trouvais ça drôle parce que on croirait presque entendre Pierre Fitzgibbon ou Joe Biden, là, si on reste aux États-Unis, sur ces notions, tu sais, de faire attention à la quantité d'énergie qui est consommée. Bon, peut-être pas de partir sa laveuse au milieu de la nuit, là, mais bref, tu vois là où je veux en venir. Par ailleurs, M. Carter, selon les analystes, a perdu donc l'élection suivante, notamment à raison de l'économie qui allait pas très bien et notamment à raison de l'inflation qui sévissait à l'époque. Et c'est M. Carter qui aurait demandé, ou en fait dans des échanges là à l'époque qui étaient un petit peu plus corsés avec le chairman de la Réserve fédérale, d'augmenter les taux d'intérêt pour justement qu'on reprenne le contrôle sur l'inflation. Évidemment, c'est toujours cette tension, hein, Alex, on n'aime pas la vie chère, on n'aime pas que les prix soient élevés à l'épicerie, à la pompe, puis en même temps, on n'aime pas les taux d'intérêt élevés, mais il faut choisir là, dans cette lutte. Et donc, M. Carter avait pris des décisions qui, de mon point de vue d'économiste, étaient les bonnes, mais qui étaient hautement impopulaires auprès de la population. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça a comme lancé une quarantaine d'années par la suite sur les mesures environnementales, sur l'énergie propre, sur ce qui est l'Inflation Reduction Act, qui était une des mesures phares de l'administration Biden, qui sont d'une très grande actualité. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, c'est un point pivot dans l'histoire, la présidence de M. Carter, puis à 100 ans, je pense qu'il a vécu une bonne et une belle vie, donc on le salue à l'entrée. Ouais, puis une vie bien remplie. Là. Ces funérailles qui ont... D'ailleurs, là, la date a été dévoilée dans les dernières minutes. Le 9 janvier prochain, funérailles nationales à Washington pour Jimmy Carter. Ça va être l'occasion de revenir sur toute sa carrière, sur son bilan, sur ses accomplissements, parce qu'il y en a pas à peu près, puis beaucoup, d'ailleurs, en dehors même de la Maison-Blanche. En terminant, Francis, c'est une nouvelle qui m'inquiète. Je sais pas si je le dis de cette manière-là. Ouais, ça m'inquiète. Puis j'espère que tu vas me rassurer ou pas. OpenAI, qui est la société qui est derrière ChatGPT, c'est un organisme à but non lucratif, puis là, ben, ça se pourrait que ça change. Oui, effectivement, ben, l'entreprise avait été créée là, par son président actuel, Sam Altman, il y a une dizaine d'années maintenant, comme justement une entreprise à but non lucratif avec cette idée qu'il voulait faire d'OpenAI. Donc, comme tu dis, l'entreprise derrière ChatGPT, une entreprise qui servirait, entre guillemets, l'humanité. Je crois que dans leur naïveté, là, ils avaient véritablement cette intention de rester une entreprise à but non lucratif. L'enjeu actuellement, Alex, c'est que OpenAI n'est plus la seule dans ce terrain de jeu, j'aurais envie de dire. Elon Musk, avec son entreprise, on en parlait la semaine dernière, xAI, et Anthropic, qui est un autre gros joueur dans le domaine, sont toutes les deux des entreprises, elles, qui sont privées, là, donc, et ils sont capables donc plus facilement de lever des capitaux. Selon une source là, que j'ai consultée, OpenAI perdrait quelque chose comme 5 milliards de dollars par année actuellement. Donc, ils ont besoin de liquidités de manière urgente et constante pour pouvoir continuer de développer leurs outils. Et ça, avec la structure de but non lucratif, c'est très difficile. Donc, ils essaient de créer, dans le fond, l'OBNL va rester, mais c'est de créer une entité sous elle qui serait à but lucratif, celle-ci, dont l'OBNL détiendrait des actions, mais qui pourrait éventuellement être graduellement diluée là, par de la part de nouveaux capitaux, dont Microsoft, là, qui, je pense, très clairement essaie de mettre la main sur la poule aux œufs d'or. Petit fait cocasse, d'ailleurs, tu sais que Microsoft a développé le Copilot, qui est un outil là,
les gens qui nous écoutent connaissent peut-être, là, c'est intégré là, à Word, Excel, à Microsoft 365, à Teams, et apparemment, personne n'en veut. Là. C'est un peu ce que j'entends dire, si bien qu'il y a des tests qui ont été faits en Australie où ils packagent, ils ajoutent Copilot à la suite famille, là, genre ce que toi et moi on a là, pour Word et Excel, mais ce faisant, ils ont augmenté la tarification de 11 à 16 $ par mois et tout le monde est furieux parce que, entre nous, pas que ça sert à rien, mais les gens ne savent pas à quoi ça sert, trouvent ça un peu désagréable. Un peu comme Mr. Clippy, je sais pas si t'es trop jeune pour avoir connu ça. Oh mon Dieu, non, le trombone avec les yeux, tu fatigant, tu veux le tasser de ton écran, il est tout le temps là, il apparaît « Bonjour, avez-vous besoin d'aide? » Non, je veux juste écrire un petit texte sur Word, va-t'en, mon maudit Clipper. Oui, certains font une analogie avec Mr. Clippy en disant « C'est la patente que personne n'a demandé, que personne ne veut, et qu'on ajoute un peu comme qu'on nous enfonce dans la gorge. Et non seulement ça, on a augmenté donc la tarification d'à peu près 50%. Pour l'instant, apparemment, l'Australie serait comme un marché test. Et encore une fois, là, je ne fais que paraphraser ce que je lis sur le web. Ça ne se passerait pas très bien. Donc, se pose quand même toujours la question, on développe ces grands outils sur la comète là, d'intelligence artificielle, mais à la fin, est-ce qu'il y a pour les centaines de milliards de dollars qui sont investis d'un côté, des centaines de milliards de revenus à faire? C'est pas mon petit 20 $ par mois de ChatGPT là, que je pense qu'il va faire pencher la balance. Donc, à suivre tout ça en 2025, évidemment, Alex. On aura l'occasion d'en reparler certainement, toi et moi. D'en reparler certainement, puis c'est des sujets, ce genre de sujets-là que tu abordes aussi à ton émission plus tard aujourd'hui, Francis, en espérant que tout le monde sera au rendez-vous. À plus tard, Francis. Merci, à plus tard à toi.